je vous propose de commencer, peut-être en introduction, dire qu'il y a un certain nombre de sujets que nous n'aborderons pas ici, qui ont été abordés par nos camarades de d'autres organisations syndicales comme le SNES ou le SNUEP ou le SNUIPP, notamment sur des grandes questions transversales qu'on verra approximativement, mais comme sur la question des salaires. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est essentiellement de parler de l'éducation physique et du sport scolaire et du sport de manière générale, puisque c'est vraiment ce qui nous concerne. Alors, on est bien à 10 mois maintenant des Jeux Olympiques et Paralympiques et on est en plein Coupe du Monde de rugby. On sort aussi des championnats du monde d'athlétisme. Et tout ça fait que l'actualité, on a l'impression que tout à coup, dans les médias, on parle beaucoup du sport. Depuis, il y a eu de nombreuses enfin en tout cas annonces de Gabriel Attal comme d'Emmanuel Macron sur le sport et sur l'éducation physique et sportive. Donc, on a dans la conférence de presse de Gabriel Attal l'EPS à l'honneur et dans le discours de rentrée d'Emmanuel Macron, on a aussi le plus de sport à l'école, ainsi qu'il avait déclaré il y a très longtemps, Emmanuel Macron, vouloir faire de la France une nation sportive. Il ne faut pas oublier dans les éléments contextuels que nous sommes à la sortie d'une crise Covid qui a fortement mis sur le devant de la scène un certain nombre d'éléments sur la sédentarité des jeunes et sur les capacités cardio-respiratoires des jeunes qui ont été étayées par des études. Donc, la Fédération française de cardiologie parle de baisse de 25% des capacités cardio-respiratoires des jeunes et il y a une récente étude qui dit qu'il y a une augmentation de la sédentarité, notamment du surpoids et de l'obésité, notamment chez les classes, dans les classes populaires. Donc, tout ça renforce les notions aussi d'inégalité entre les différentes classes sociales. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire que c'est pas à 10 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques ou en pleine Coupe du Monde de rugby qu'il faut se pencher sur la question du sport et de l'éducation physique. Pour nous, ça fait très longtemps que le SNEP a commencé, enfin, il a toujours revendiqué plus d'éducation physique et sportive, mais ça fait depuis l'annonce des Jeux Olympiques et Paralympiques que le SNEP a entamé une grande campagne sur le plus de besoins d'éducation physique et sportive, et notamment sur la notion des 4 heures de PS. Et depuis 2017, en tout cas, nous avons rencontré beaucoup de personnalités politiques, syndicales, médecins, pour en tout cas avancer cette idée que la jeunesse aujourd'hui a le plus besoin d'éducation physique et sportive. En attendant, euh, aujourd'hui, on se retrouve on va dire, dans un dilemme entre le fait que on met sur le devant de la scène un certain nombre de paramètres sur la santé, et nous affirmons que l'EPS, le le sport scolaire, ne sont pas que des questions de santé. Et aujourd'hui, on a tendance, notamment à l'école, à dénaturer la partie sportive de l'éducation physique et sportive. Donc on va en reparler, mais nous avons aujourd'hui des politiques qui appuient notre demande. Il y a deux rapports notamment qui sont parus l'année dernière. L'avis de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le PLF 2023 par Claudine Rouault qui dit qu'il y a une nécessité de l'augmentation du temps de l'éducation physique et sportive euh, parce que c'est le premier et parfois le seul lieu de pratique. Et le rapport des députés Mazars et Peu sur les retombées des Jeux olympiques et paralympiques, où il est clairement dit qu'il faut revaloriser l'éducation physique et sportive, puisque c'est l'enjeu majeur de l'héritage olympique. À partir de ça, Emmanuel Macron, dans son interview à Le Point, dit que sur l'école, nous devons sortir des hypocrisies françaises. Et nous, aujourd'hui, on affirme que sur le sport et l'éducation physique et sportive, Emmanuel Macron et Gabriel Attal doivent sortir, ainsi qu'Amélie Oudéa Castéra, hein, pour englober le tout, doivent sortir de leur hypocrisie
parce que aujourd'hui, elle est grande et on va le voir avec notamment l'état des lieux que l'on a pu faire auprès de, en gros, nous avons environ 1600 établissements, un peu plus de 1600 établissements qui nous ont répondu et qui donnent un petit peu l'état des lieux de l'éducation physique et sportive et du sport scolaire à l'école. Donc aujourd'hui, la première hypocrisie, c'est que depuis 2017, il y a eu plus de 1000 postes d'éducation physique et sportive supprimés. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on travaille au développement du sport à l'école, puisque comme on l'a vu, euh, l'EPS est le premier lieu et le seul lieu obligatoire de la pratique physique. Donc avec 1000 postes supprimés, c'est bien évidemment une augmentation des effectifs de classe qui permettent moins de travail approfondi avec les élèves et qui mettent de côté, justement, peut-être aussi un certain nombre de décrocheurs dont on parlera plus tard. À la rentrée 2023, c'est plus de 2500 heures non assurées en éducation physique et sportive. Alors, pour nous, c'est dans 10% des établissements scolaires, il y a des heures de PS qui ne sont pas assurées. C'est un chiffre important quand on parle de postes vacants, quand on dit un professeur devant chaque classe. Aujourd'hui, on a bien la preuve que ce n'est pas le cas, et y compris dans une seule discipline, c'est dans plus de 10% des établissements scolaires, des heures de PS ne sont pas assurées. Le deuxième point, quand on parle des hypocrisies peut-être, c'est les conditions de travail des enseignants. Alors, il y a les conditions de travail de manière générale, avec la question des salaires qui est primordiale. On l'a dit tout à l'heure, on va pas, on est dans une dévalorisation complète du métier d'enseignant. Et chez les professeurs d'éducation physique et sportive, plusieurs choses viennent se rajouter en termes de conditions de travail. Il y a la question des installations sportives. La question des installations sportives, elle est primordiale. Sans installations sportives, l'EPS n'existe pas. Les installations sportives sont les salles de classe des professeurs d'EPS. Et encore une fois, mettre 25 élèves sur un terrain ou en mettre 36, ce n'est pas la même chose. Donc, on le sait aujourd'hui, on a un nombre insuffisant d'installations sportives. Et d'ailleurs, on le voit dans notre enquête aussi, parce que il y a plus de 30% des enseignants qui déclarent avoir, en tout cas, plus de 20 minutes de déplacement. Quand vous avez plus de 20 minutes de déplacement sur 2 heures de PS, bah, c'est beaucoup. Vous réduisez quand même le temps de pratique énormément. Donc, les installations sportives sont manquantes. Et effectivement, il y a un nombre d'installations sportives importants qui datent d'avant les années 70 et du coup qui ont besoin d'être rénovées. Rénovées dans un but avec, bien sûr, dans un but de transition écologique, on n'oublie pas ça, mais aussi rénover pour pouvoir justement permettre la pratique sportive. Et on verra que l'hypocrisie des 5000 créations de terrains d'installations sportives de proximité est un leurre pour la pratique du sport et de l'éducation physique et sportive. Ça sera bien de la pratique physique, mais par exemple, quand on prend, parce que à l'intérieur des 5000 installations, il y a par exemple tout ce qui est city park ou ce qui est les skate parks, dans le cadre de l'éducation physique et sportive, c'est inutilisable. Dans le cadre, par exemple, les terrains de 3-3 en basket, puisque c'est ça, dans le cadre d'un club ou d'une association, en tout cas, qui est associée à la Fédération française de basket, il va être compliqué de travailler avec un certain nombre d'élèves avec juste un terrain en 3-3 ou un certain nombre de licenciés en 3-3. Donc, il faut bien voir, en tout cas, ces hypocrisies. D'autre part, on peut dire encore trois choses sur les conditions de travail. Il y a la question de la formation. Alors, la question de la formation continue, la question de la formation initiale. On rappelle ici que depuis des années, la formation continue s'est dégradée. Et on nous parle de sport, de nécessité en tout cas de l'activité physique, mais en attendant, toutes les formations spécifiques aux activités physiques, sportives et artistiques sont diminuées. Et donc, or, le prof pour enseigner, il a besoin de contenu, il a besoin d'apprendre.
Et donc, en diminuant le nombre de formations consacrées aux activités physiques, sportives et artistiques, on dénature aussi le rôle du professeur d'EPS qu'on oriente vers notamment tout ce qui est compétences méthodologico-sociales ou la généralisation du label 2024, enfin vers des choses qui ne sont pas essentielles dans le métier d'enseignant et en tout cas primordiales au métier d'enseignant d'éducation physique et sportive. Sur la formation, je voudrais revenir quand même parce qu'il y a un point d'actualité dont on n'a pas trop parlé, c'est la formation continue. La formation continue aujourd'hui dans les déclarations de début d'année, avec l'obsession permanente du remplacement de courte durée. En fait, on oblige les enseignants à faire de la formation pendant les vacances ou alors à faire de la formation le soir de 17h à 19h. On rappellera plusieurs choses. D'une part, le fait de faire des formations en visio, c'est une aberration, notamment dans notre discipline, puisqu'on a besoin de pratiquer. La deuxième chose, c'est que les créneaux pendant les vacances et 17h, 19h accentuent les inégalités d'accès à la formation continue pour les hommes et pour les femmes. Puisqu'on sait aussi, enfin, je vais pas redétailler ici, mais on sait quand même que les femmes ont encore un rôle plus, enfin, dans les tâches ménagères, en tout cas, ça va être plus compliqué pour elles d'accéder à la formation continue dans ce cadre-là. Et d'autre part, c'est pendant les vacances scolaires notamment, on risque d'avoir des installations sportives qui sont fermées. Donc, on ne pourra pas faire de formation, encore une fois, spécifique. Pour nous, là, il y a une véritable attaque sur la formation continue des enseignants. Plus spécifiquement, pour nous, pour l'éducation physique et sportive, ça pose d'autres problèmes. Et d'autre part, c'est quelque chose qui, à long terme, vise bien évidemment le temps de travail des enseignants. Mais on rappellera juste que nombre de fois, quand les enseignants sont en formation continue sur 2 jours, ils n'ont parfois qu'une demi-journée de cours et parfois 0 heure de cours. Donc, les solutions proposées sont des fausses solutions pour afficher encore une fois quelque chose auprès des parents d'élèves et pour renforcer la notion de remplacement de courte durée. Enfin, sur les conditions de travail, on parle des professeurs d'EPS. L'année dernière, nous avons porté la question de la pénibilité du travail des professeurs d'EPS. On rappelle qu'on est soumis à du transport de charge, plus ou moins grande, à des déplacements quotidiens, à des installations vétustes, donc le froid l'hiver, le son, la poussière, le chaud l'été, et tout ça fait que nous sommes aussi contraints, enfin en tout cas, nous sommes aussi plus sensibles et enfin en tout cas, nous avons plus dans notre profession, évidemment, d'accidents du travail. On a quand même de nombreuses blessures chez les enseignants d'éducation physique et sportive, puisque notre corps est toujours en action pendant les cours, et y compris sur les déplacements. Et donc tout ça, ça n'a pas été entendu du côté ministériel, et on en rajoute toujours plus, c'est-à-dire que aujourd'hui, donc depuis 2019, il y a 2 heures supplémentaires qui continuent d'être imposables pour tous les enseignants. Hein. Pour nous, c'est un scandale pour tous les enseignants, mais qui pose d'autres problématiques chez les professeurs d'EPS. Les professeurs d'EPS étaient les plus concernés par la cessation progressive d'activité en son temps, il y a maintenant un certain nombre d'années, mais c'est bien parce qu'il y a aussi des conditions spécifiques de travail qui rendent le professeur d'EPS en fin de carrière plus fragile parce qu'il a été soumis à de nombreuses contraintes spécifiques. Et je dirais la dernière chose, quand on parle, encore une fois, de conditions de travail, c'est que, en fait, les conditions de travail, c'est vraiment un tout, et elles n'ont fait, plus on supprimera des profs, de toute manière, plus les conditions de travail se dégraderont, parce que plus les effectifs augmentent, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et plus le travail s'avère compliqué. Je vais revenir rapidement aussi sur les programmes maintenant, sur les programmes d'éducation physique et sportive. Encore une fois, en parlant d'hypocrisie. Parce que
on le disait, aujourd'hui, on dénature la pratique de l'éducation physique et sportive, l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Depuis de nombreuses années, on fait passer devant tout ce qui est pratique motrice l'aspect compétences méthodologiques et sociales. Alors, d'un côté, on nous dit qu'il faut valoriser le sport et l'éducation physique et sportive, et de l'autre, on dévalorise tout ce qui est pratique physique au sein même de l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Donc, ça passe, par exemple, par une forte diminution au baccalauréat du nombre de points accordés à la performance et à tout ce qui est apprentissage moteur. Et ça passe aussi, par exemple, sur la suppression de l'épreuve d'éducation physique et sportive au diplôme national du brevet. Ça, ce sont des choses assez simples à transformer et qui pourraient aller dans le sens d'une valorisation, en tout cas, du sport, vulgairement, et en tout cas de l'éducation physique et sportive à l'école. Je dirais aussi que dans les lycées professionnels, depuis 2010, il y a une baisse de 30% de l'éducation, de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, des heures d'éducation physique et sportive. Donc, à un moment donné, y compris, on sait que ces élèves issus des lycées professionnels sont ceux qui ont le plus besoin de l'enseignement de l'éducation physique et sportive parce qu'on sait que c'est leur, en général, vraiment le seul lieu de pratique. Et enfin, un dernier point sur la question des programmes. Vous le verrez dans notre enquête, donc il y a 97%, je crois, des enseignants qui sont insatisfaits des programmes. C'est pas anodin d'avoir autant d'enseignants insatisfaits des programmes. Et il est clair que l'évolution de notre enseignement se fait tellement au détriment de la pratique physique et sportive que on ne se retrouve plus dans les programmes actuels de l'éducation physique et sportive. Dernier point sur les programmes et sur l'hypocrisie. Vous savez qu'il y a une priorité nationale qui est le savoir nager. Et aujourd'hui, on sait très bien que comme les dotations horaires globales sont très contraintes, eh bien, dans un certain nombre d'établissements, il n'y a plus d'enseignement de la natation. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 10% sur d'élèves qui ne vont jamais dans leur scolarité à la piscine, donc qui n'apprendront pas à nager avec l'école. Et on est à 18% dans les résultats que nous avons aujourd'hui, à 18% d'élèves en collège qui n'iront jamais à la piscine et qui n'auront pas accès à l'apprentissage de la natation. Pour finir, avant de pas laisser la parole à Benoît, il y a la question du sport scolaire. La question du sport scolaire, donc vous savez, il existe à l'éducation nationale l'Union nationale du sport scolaire. Et chaque professeur de PS a donc 3 heures pour animer une association sportive qui est affiliée derrière à l'UNSS. Grande fédération qui compte plus d'1 million de licenciés quand même. On a réussi, après la crise Covid, à reprendre le dessus et qui est une fédération qui est très féminisée. Et donc pour nous, c'est très important aujourd'hui de considérer tous ces aspects-là. La rentrée a été très agitée. Il y a eu plusieurs, vous avez vu, on a mené quelques bagarres parce que des bâtons sont mis dans les roues au fonctionnement du sport scolaire. Alors qu'on nous dit d'un côté, il faut développer le sport, encore une fois, l'état des lieux fait qu'aujourd'hui, le sport scolaire est empêché. Est empêché pour de multiples raisons. Et par exemple, quelque chose pour illustrer, le pass sport n'est pas possible à utiliser dans le cadre du sport scolaire. Il est possible de l'utiliser dans les fédérations sportives, il est possible de l'utiliser pour l'UXEL, qui est la fédération du privé, d'accord? Mais il n'est pas possible de l'utiliser dans le cadre du service public du sport scolaire, qu'est l'UNSS, ni pour l'UCEP. Pour nous, c'est un vrai problème. Et encore une fois, tout cela relève de l'hypocrisie générale dans laquelle on avance et dans lesquelles Emmanuel Macron ou Gabriel Attal s'enferment sur la question de l'éducation physique et du sport. L'APQ s'est imposée dans le premier degré et finalement, on a construit l'idée que
bouger, ça reviendrait à faire pareil que faire du sport à l'école. Voilà. Sauf que c'est pas ça du tout, quoi. L'APQ, il y a juste une visée hygiéniste derrière ça, c'est-à-dire combattre la sédentarité en faisant bouger les élèves le maximum. Voilà, vous avez vu aussi que le président Macron étend le dispositif au maximum et veut aussi, le président Macron qui est maintenant super ministre de l'Éducation nationale, bien sûr, étendre le dispositif et l'augmenter de 1 heure par jour, les jours où il n'y a pas EPS. Mais ce faisant, on construit la représentation chez les jeunes que bouger ou faire du sport, c'est la même chose. Et donc, finalement, on marche à l'envers sur ce type de dispositif, d'autant plus que si, si, euh, si on en vient à considérer maintenant que bouger 30 minutes, ça suffit pour combattre la sédentarité, on se trompe complètement. S'il n'y a pas de changement des modes de vie, des modes d'alimentation qui sont contrariés pour de bon nombre d'élèves par l'inflation, tout bêtement, hein, quand on ne peut pas se payer ce qu'on veut à manger, quand on ne peut pas changer son mode de vie parce qu'on manque de moyens financiers, c'est pas parce qu'on aura bougé, gigoté 30 minutes dans une salle de classe qu'on va changer fondamentalement les choses. Donc, on se trompe d'objectif. Et en termes de contenu, comme il n'y a rien, il suffit de bouger, pas de contenu, pas de tenue, pas de lieu dédié. On ne construit pas chez le jeune la nécessité de s'engager vers une pratique sportive tout au long de sa vie. Donc, ce dispositif, pour nous, il n'est pas bon. Ça, c'est clair et net pour tout le monde. Et ça peut paraître en plus assez contradictoire avec ce qu'on porte nous, les 4 heures de PS, puisque finalement, si on en vient à faire 1 heure d'APQ par jour, eh ben, on finit au-delà finalement des 4 heures que nous réclamons. Voilà. Mais en termes de contenu et d'appropriation des pratiques sociales de référence, de la culture sportive, là, la visée, c'est quand même pas tout à fait la même. Et on voit que nous, on est mieux disant pour le coup, en réclamant 4 heures pour tous les élèves dans l'école primaire. Sur le secondaire, nous avons eu donc les fameuses 2 heures de sport supplémentaires. Enfin, dans le second degré, on a 35 000 profs, je ne sais pas exactement les chiffres, hautement qualifiés. On a des outils formidables qui s'appellent l'EPS, le sport scolaire, mais aussi des sections sportives, mais aussi des options. Enfin, on a tout un dispositif complet sur les pratiques physiques, sportives et artistiques au sein de l'école, mais on va externaliser les choses en disant on va faire 2 heures de plus pour les collégiens décrocheurs en les offrant à des associations sportives, à des clubs. Vous comprenez bien que pour nous, c'est pas la réponse adaptée. Ça crée des inégalités territoriales puisqu'en fonction du maillage territorial des associations sportives et des clubs, eh bien, les offres seront différentes et parfois nulles d'ailleurs, parfois. Et une mise en concurrence aussi en termes d'installation sportive, ne serait-ce que ça, parce que quand il y a une installation sportive, on doit mettre les horaires de PS du premier degré, les horaires de PS du second degré, les sections sportives, les clubs, les associations et maintenant les 2 heures de sport. Enfin, on est déjà en sous-tension maximale sur les installations sportives, ça ne rentre plus. Donc c'est une très mauvaise solution, d'autant plus que on n'a pas fait le constat, c'est le ministère qui a fait le constat quand même, que 10% de la cible seulement été atteinte sur les élèves décrocheurs, il n'y a que 10%. Donc, vous imaginez sur un groupe de 20 élèves, grand maximum sur un effectif d'établissement de 500, 20 élèves au maximum, je dis vraiment au maximum, s'inscrivent dans les 2 heures de sport. Et sur ces 20 élèves, il n'y aurait que 10% d'élèves réellement décrocheurs. Et sachant que sur ces 10%, ils décrochent finalement des 2 heures de sport parce que l'offre qui leur est proposée ne leur convient pas. Donc, on rate complètement cette opération. Mais pour autant, on veut l'étendre sans bilan réel et objectif. On veut l'étendre à maintenant 700 établissements à cette rentrée, plus les années à venir. Bon, on a bien compris que ces deux dispositifs ne fonctionnent pas et que nous, on est surtout sur quelque chose d'autre dont Coralie a parlé, je pense, c'est-à-dire étendre à tous la possibilité de faire des pratiques physiques sportives de qualité au sein du système éducatif. Et c'est pour ça qu'on réclame les 4 heures de PS pour toutes et tous, 4 heures qui ne sont pas uniquement 4 heures stricto sensu, mais qui, derrière ça, il y a bien sûr les effectifs de classe, il y a les installations, il y a tout ce qui va avec les 4 heures. C'est pas 4 heures stricto sensu, il faut revoir les programmes, la manière d'enseigner, il faut revoir plein de choses sur la base de ces 4 heures.
On a eu aussi, vous avez pu le remarquer parce que vous êtes au cœur aussi de cette actualité, une circulaire à cette rentrée scolaire sur les Jeux olympiques et paralympiques, une circulaire de 3 pages où vous aurez noté quand même qu'il n'y a pas une seule fois cité le mot éducation physique et sportive. Le PS est totalement absent de ce dispositif. Et j'en viens par exemple sur la question des labellisations. Un établissement peut être labellisé si le prof de français fait une action, par exemple, je dis un titre d'exemple, hein, fait un travail avec ses élèves sur les Jeux olympiques et paralympiques. Voilà. Vous avez une labellisation, c'est super, c'est censé travailler l'engouement pour les Jeux olympiques, mais tous ces élèves qui se seront engagés dans ces dispositifs de labellisation, finalement, qu'est-ce qu'on leur offre au final? Rien. Voilà, rien du tout. Ils participeront pas de la fête des Jeux Olympiques. On a ouvert quand même, parce qu'on se doute bien qu'il y a un petit problème, on leur a ouvert la possibilité d'aller sur les Jeux paralympiques dans un dispositif un peu compliqué et sans prise en compte des déplacements qui vont coûter extrêmement cher. Enfin voilà, on leur ouvre cette possibilité sur les Paralympiques, mais on n'a pas du tout pensé le dispositif pour que ces élèves-là puissent participer de la fête des Jeux Olympiques. Bon, on a aussi en nouveauté de cette rentrée l'installation de tests en sixième, dont pour l'instant on ne sait pas grand-chose si ce n'est l'annonce de tests de physique à l'entrée, enfin, de tests de capacité des jeunes à l'entrée des sixièmes. On dispose d'énormément de données déjà sur l'état de la jeunesse en France avec nombre d'enquêtes qui ont eu lieu jusqu'alors. Donc on se pose la question de cette utilité même si c'est toujours utile d'avoir des informations sur l'état des capacités physiques des jeunes, sur l'utilité de ce dispositif, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va donner derrière, dans quel but c'est fait, est-ce que c'est juste pour dire finalement, vous voyez, les 30 minutes, ils ont fait progresser les gamins, est-ce que c'est pour détecter des talents comme ça se fait dans d'autres pays européens et les envoyer vers les clubs, est-ce que c'est pour nous offrir enfin la possibilité de travailler sur les élèves qui sont en difficulté. On ne sait pas du tout. Voilà, on balance des grands trucs comme ça, comme habituellement, de toute façon, sans discussion préalable avec les organisations syndicales ni les professionnels de terrain. Donc, on est dans la communication constante, constante. On pense, nous aussi, qu'il y a un lien très fort à trouver, une question de passerelle, parce que on en parle régulièrement et depuis très, très longtemps, la passerelle entre le milieu scolaire, qui ne doit pas fonctionner fondamentalement, vase clos tout le temps, bien sûr, hein, des passerelles entre ce monde scolaire et le monde sportif. Il y a des choses à réfléchir. On n'a jamais été réunis tous ensemble pour y travailler vraiment fondamentalement. Il faut que chaque secteur puisse conserver ses responsabilités, ses visées, ses lieux d'exercice, voilà, sans se marcher sur les uns sur les autres. C'est un peu ce qu'on nous propose, en gros, hein, quand on fait venir les associations au sein de l'école. Et voilà, on nous propose toujours un chevauchement qui est malsain, qui est malsain. Et je pense qu'il y a des passerelles à trouver. Les sections sportives scolaires sont là pour ça, entre guillemets, parce qu'il y a des nécessités de travaux avec les associations et les clubs civils. Donc, il y a déjà des passerelles qui peuvent exister, qui doivent exister. L'UNSS qui est en grande souffrance, Coralie en a parlé un tout petit peu, mais elle est en grande souffrance sur bien d'autres cas, et notamment, par exemple, pour vous citer, la question des réformes du collège et la question du pacte, elle impacte directement la question de l'UNSS. En quoi, je vais vous le dire tout rapidement, vous savez que maintenant, les professeurs des écoles doivent intervenir dans les collèges pour faire du soutien en français, etc. Là. Bien souvent, ça a lieu le mercredi matin parce que c'est un temps libéré pour les professeurs des écoles. Et donc, nos compétitions sportives qui ont lieu sur la journée parfois, type type cross académique, cross départementaux ou championnat de France ou championnat académique, où on est obligé d'avoir un grand déplacement, donc on part sur la journée. Eh bien, maintenant, on nous refuse de sortir des établissements parce que c'est le temps d'intervention des professeurs des écoles. Et sur le pacte, même problématique, les chefs d'établissement nous autorisent à sortir de l'établissement que si, et seulement si, le remplacement de courte durée est assuré à l'interne. Donc on voit qu'il y a des freins qui sont mis voilà, sur le sport scolaire qui sont la résultante finalement de réformes qui ne sont pas pensées jusqu'au bout. Donc voilà, on est en grande souffrance sur plein d'autres sujets, hein. Il y a des problématiques aussi budgétaires au sein du sport scolaire. Voilà, il y a beaucoup de choses.
Ce que nous, on réclame, pour revenir vite, pour terminer un petit peu tout ça, donc je vous l'ai dit, c'est les 4 heures. Mais les 4 heures avec tout ce qui va avec, les installations, les effectifs de classe, les programmes revus, les certifications revues. C'est pas les 4 heures uniquement, c'est tout l'ensemble qu'il faut revoir. Sur les installations sportives, il faut absolument que l'État finisse par comprendre qu'il faut un grand plan d'investissement, et je parle bien d'investissement, sur les installations physiques, les installations sportives, pardon, qui soient utiles pour le PS, mais aussi pour les clubs. Et qu'on sorte de ces dispositifs où on crée des petites structures à droite à gauche qui ne servent ni à l'un ni à l'autre. Je sais que c'est les collectivités territoriales qui ont en charge ces questions d'installation sportive financièrement, tout du moins pour la construction et les rénovations. Mais si l'État ne prend pas en main ces questions-là, on n'en sortira jamais. Sur la question des recrutements, vous avez vu qu'on a supprimé près de 1200 postes depuis 2017 et que ça pose problème. Nous, ce qu'on réclame, c'est 1500 postes par an dans un plan pluriannuel de 5 ans. Programme certification Coralie, on a parlé, je ne reviendrai pas, mais juste pour vous dire quand même que lors de l'émission de ces nouveaux programmes, le Conseil supérieur de l'éducation, à l'unanimité, les avait rejetés. Donc, c'est vous dire quand même les passages en force réguliers qu'on peut subir. Faire durer les enseignants dans le métier, ça c'est extrêmement important effectivement parce que ben, à partir de 50 ans, les problématiques sont très très importantes et rien n'est fait pour qu'on puisse durer dans le métier alors que les enseignants de PS ne veulent pas, absolument pas changer de métier parce qu'ils s'y plaisent et que c'est leur trip absolu. Et donc, il faut trouver des aménagements de fin de carrière pour pouvoir durer dans le métier, puisque les réformes retraites se succédant, plus ça va, plus on finit tard et moins c'est possible pour les. Ils sont en grande souffrance, les enseignants. Sur les effectifs de classe, j'y reviens 30 secondes. Il y a une problématique particulière, c'est celle de l'inclusion. Quand vous avez des élèves en situation de handicap, et on est très favorable à l'inclusion, c'est pas la problématique. Quand vous avez dans une classe de 30 élèves, un ou deux élèves en situation de handicap et qu'on est seul à gérer, c'est tout bonnement impossible. Soit on s'occupe spécifiquement de ces élèves en situation de handicap et on abandonne 27 élèves de la classe, soit on s'occupe des 27 élèves et on n'arrive pas à s'occuper des élèves en situation de handicap. On est dans un truc qui met les enseignants, il faut voir vraiment en une souffrance absolue. On a des remontées de plus en plus importantes et nombreuses de nos collègues qui, là, ne savent plus quoi faire. Et les réponses ministérielles sont aux abonnés absentes. Sur le supérieur, ce qu'on demande, c'est une aussi, enfin, qu'il y ait, parce qu'on a eu le rapport Ono Diaconia qui date maintenant, qui est très, voilà, qui demandait à ce qu'il y ait une UE obligatoire en licence pour tous les étudiants, voilà, qui puissent continuer à avoir un petit peu d'enseignement sportif, on va appeler ça comme ça, après le lycée, parce qu'on voit aussi qu'il y a là un décrochage qui est assez important. Il faut absolument que de la maternelle à l'université, on puisse avoir un panel assez large et avec des horaires stricts pour que tout le monde puisse faire du sport. Et puis, en fait, le sport scolaire, pas sport, je n'en parlerai pas puisque Coralie en a parlé. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que la barque est assez chargée. Après, on estime, nous, honnêtement, bien sûr, tout ça a un coût. On est tous d'accord, tout ça a un coût. Mais je voudrais qu'on arrête de parler de coût, puisque pour le coup, c'est le cas de le dire, c'est un investissement et c'est un investissement de long terme. Tout ce qu'on investira dans les pratiques physiques, sportives et artistiques, que ce soit sur le plan des installations, sur le plan des horaires, sur le plan des contenus, tout ce qu'on va installer et investir dans ces structures-là, on ne l'investira pas sur sur la politique de santé. Parce que ce qu'on voit, c'est l'augmentation aussi des problèmes cardiaques, des problèmes vasculaires, parce que justement, il y a une inactivité récurrente chez nos jeunes et nos concitoyens. Voilà, donc on dispose d'outils formidables, il est grand temps de les revaloriser.